Bienvenue, frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégos, la chaîne où nous faisons revivre les exploits des plus grands chefs militaires de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Viriath, le légendaire chef lusitanien qui défia la puissance de Rome avec ruse, courage et férocité. De ses origines modestes à sa résistance acharnée contre les légions romaines, nous découvrirons l'histoire de l'homme qui devint le fléau de la République. Avant de commencer cette bataille épique contre l'oubli, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager votre avis en commentaire, de la diffuser auprès d'autres passionnés d'histoire, et surtout, de vous abonner à Stratégos. C'est parti. Première partie. Le début de la résistance. La péninsule ibérique, vers l'an 180 avant J.C., était un territoire de contrastes, montagnes escarpées, vallées fertiles et fleuves impétueux, servant de frontière naturelle entre des peuples aux modes de vie distincts. À l'ouest, sur les terres qui forment aujourd'hui le Portugal et une partie de l'Espagne, vivait un peuple fier et indomptable, les Lusitaniens. Pasteurs et chasseurs, ils étaient aussi d'habiles guerriers, rompus à la rudesse de la vie en montagne, prêts à défendre leur liberté par l'épée et la ruse. Mais cette terre sauvage était marquée par l'ombre d'un ennemi puissant, Rome. Depuis son arrivée en Hispanie, en 218 AVJ.C., lors de la Deuxième Guerre punique, les Romains avaient étendu leur domination sur une grande partie du territoire, affrontant les tribus celtibères, ibères et lusitaniennes, horrifiées par l'arrivée de ces envahisseurs. Rome n'apportait pas seulement ses légions, mais aussi ses impôts, ses gouverneurs corrompus et sa politique implacable de soumission. Pour de nombreux peuples hispaniques, la guerre n'était pas une option, mais une nécessité pour survivre. C'est dans ce contexte de violence et de résistance que naquit Viriath. Viriath vit le jour dans un environnement hostile. Dès son plus jeune âge, il apprit que la vie était une lutte constante. Les villages lusitaniens étaient de véritables communautés guerrières, où les enfants n'apprenaient pas seulement à chasser et cultiver, mais recevaient dès leur jeunesse une formation au combat. Son éducation ne venait ni des livres ni des maîtres, mais de la tradition orale et de l'exemple des anciens guerriers. On disait des Lusitaniens qu'ils étaient d'excellents cavaliers, passés maîtres dans l'art de l'embuscade et de la guérilla, capables de se fondre dans les montagnes comme s'ils faisaient partie du paysage. Dès son adolescence, Viriath se démarqua. Fort et agile, il possédait en plus un instinct naturel pour la stratégie. Son regard allait au-delà du simple combat. Il comprenait la valeur de l'unité, de la discipline et du leadership. Pendant que Viriath grandissait, Rome avançait. En 194 AVJ.C., les Romains envoyèrent des généraux comme Caton l'Ancien pour soumettre l'Hispanie. Mais les peuples autochtones refusaient de céder. Les Lusitaniens, comme bien d'autres tribus, vivaient dans un état de guerre quasi permanent. Ils formaient des groupes de guerriers qui attaquaient les camps romains, pillaient les villes alliées à Rome et disparaissaient dans les montagnes avant d'être capturés. Les représailles romaines étaient terribles, villages incendiés, esclavage de masse, exécutions publiques. Mais au lieu de se soumettre, les Lusitaniens devenaient encore plus féroces. Et dans cette spirale de violence, Viriath trouva son destin. Nous ne savons pas précisément quand Viriath brandit pour la première fois une arme contre Rome, mais les chroniques le situent parmi les jeunes guerriers qui participèrent aux premiers affrontements sérieux contre les légions. Ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas un soldat ordinaire. Dans un monde où la force brute et la rapidité étaient essentielles, Viriath se distinguait par autre chose, sa capacité d'adaptation. Il ne combattait pas seulement avec rage, mais avec intelligence. Il ne triomphait pas seulement par l'épée, mais par la ruse. Il ne cherchait pas simplement à vaincre Rome, il comprenait que la véritable lutte était celle de la liberté de son peuple. Les anciens de la tribu l'observaient et commencèrent à voir en lui quelque chose d'exceptionnel. Quand il parlait, sa voix inspirait. Quand il combattait, les autres le suivaient. Ainsi, sans même l'avoir cherché, Viriath commença à devenir un chef. Mais s'il y eut un moment qui scella le destin de Viriath, ce fut bien la trahison de Rome en 151 AVJ.C. Cette année-là, le général romain Servius Sulpicius Galba
après avoir subi plusieurs défaites contre les Lusitaniens, proposa un faux traité de paix. Il leur promit des terres fertiles en échange de leur reddition. Épuisés par des années de guerre, des milliers de Lusitaniens acceptèrent. Ils se rendirent désarmés, faisant confiance à la parole romaine. Mais Rome ne connaissait pas l'honneur. Lorsque les Lusitaniens se réunirent sur les terres promises, Galba ordonna un massacre. Des milliers d'hommes furent exécutés de sang-froid. Les femmes et les enfants furent réduits en esclavage. Mais quelques-uns parvinrent à s'échapper. Parmi eux, Viriate. La trahison de Galba ne fit pas que remplir de rage les survivants. Elle devint le point de rupture qui transforma Viriate en chef de la résistance. Il jura de venger son peuple. Et il ne le ferait pas avec une armée conventionnelle, mais avec son intelligence. Dès cet instant, il réorganisa les Lusitaniens en une force de combat plus disciplinée. Ils cessèrent d'être un groupe dispersé de guerriers pour devenir une véritable armée de résistance. Ils se spécialisèrent dans la guerre de guérilla, attaquant par surprise, puis disparaissant dans les montagnes. Ils exploitaient leur connaissance du terrain pour tendre des embuscades et affaiblir les légions romaines. Ils apprirent à combattre comme une ombre, frappant puis s'évanouissant avant que Rome ne puisse réagir. Peu à peu, Viriate cessa d'être un simple guerrier. Il devint un symbole d'espoir. Son nom se répandit dans toute l'Hispanie. Des montagnes de l'ouest aux cités du sud, les peuples soumis par Rome commencèrent à le voir comme l'homme capable de réaliser l'impossible, défier l'Empire. Rome ne tarda pas à comprendre qu'elle avait un problème. Ce qui, au départ, semblait être une révolte isolée, était en train de se transformer en une insurrection qui pouvait enflammer toute l'Hispanie. Les gouverneurs romains envoyèrent plus de troupes, plus de légions, plus de généraux, plus de sang. Mais Viriate n'avait pas peur. Sa guerre ne faisait que commencer. Deuxième partie. La guerre contre Rome. Les Romains étaient habitués à combattre des armées organisées, avec des lignes de bataille définies, une discipline de fer et des stratégies prévisibles. Mais en Hispanie, ils faisaient face à un adversaire différent. Un ennemi qui ne combattait pas selon leurs règles. Dans le chaos qui suivit la trahison de Galba et le massacre de milliers de Lusitaniens en 151 AVCRJJC, un seul homme se leva pour mener les survivants, Viriate. Non pas par droit de naissance, ni par imposition, mais parce que tous le suivaient naturellement. Il était le plus rusé, le plus courageux, et le seul qui semblait comprendre comment vaincre Rome. Pas en bataille rangée, où les légions étaient invincibles, mais en transformant les montagnes, les vallées et les forêts en un champ de bataille invisible. Viriate devint le commandant suprême de la résistance lusitanienne, et avec lui à sa tête, la guerre contre Rome entra dans une nouvelle phase. Rome envoyait armée après armée pour soumettre les Lusitaniens, mais Viriate ne leur offrit jamais une bataille conventionnelle. À la place, il changea les règles du jeu. Les tactiques de Viriate reposaient sur la mobilité et une connaissance parfaite du terrain. Son armée, un groupe de guerriers aguerris, forgés par la vie dans les montagnes, qui frappaient puis disparaissaient avant que Rome ne puisse réagir. Il ne cherchait ni la gloire, ni la victoire en un combat frontal, mais plutôt à user et tourmenter lentement leurs adversaires. Ils attaquaient les convoyeurs de ravitaillement, les escortes militaires, les petits détachements isolés, frappant sur les routes étroites et les gorges montagneuses. Leurs embuscades étaient redoutables. Les légionnaires mouraient sans même voir leurs assaillants. Ils se déplacèrent de nuit, disparaissaient parmi les falaises et laissaient la peur et la frustration consumer leurs ennemis. Rome avait l'habitude de conquérir des nations. Mais l'Hispanie n'était pas une nation. C'était un assemblage de tribus, avec leurs propres coutumes, langues et méthodes de combat. Viriate les comprenait toutes, et il utilisa ce savoir pour les unir sous son commandement. Jusqu'alors, les peuples hispaniques combattaient séparément. Celtibères, Vétons, Turdules, Ibères. Chacun avait ses propres conflits et ses propres rancœurs. Mais Viriate accomplit quelque chose d'inédit. Il les rassembla sous une cause commune. Il ne leur promit ni richesse ni gloire, mais une idée puissante, la liberté face à Rome. Il n'imposa pas son autorité par la force,
Il gagna le respect de chaque guerrier par son courage et son leadership. Il n'était pas seulement un général, il était un symbole vivant de la résistance. Sous son commandement, le pouvoir de Rome en Hispanie commença à vaciller. Les victoires de Viriate devinrent une source d'inquiétude croissante pour Rome. Les gouverneurs romains en Hispanie, de plus en plus désespérés, envoyèrent une nouvelle armée, dirigée par le proconsul Caius Vetilius, avec un seul objectif, en finir une bonne fois pour toutes avec le Lusitanien. En 151 avec ce JRC, Rome réussit à coincer Viriate et ses troupes près de la ville de Castulo. Vetilius pensa que, face à l'encerclement, les Lusitaniens se rendraient, mais il sous-estima son ennemi. Viriate ordonna une fausse retraite, divisant son armée en petits groupes qui se dispersèrent dans les collines. Vetilius, convaincu d'avoir la victoire à portée de main, donna l'ordre à ses légions de les poursuivre. Ce fut une erreur fatale. Viriate attendait cette réaction. Lorsque les Romains s'enfoncèrent dans les montagnes, ils tombèrent dans un piège mortel. Depuis les hauteurs, les Lusitaniens lancèrent une embuscade brutale. Des centaines de légionnaires furent massacrés avant même d'avoir pu s'organiser. Le propre Vetilius fut capturé et exécuté. L'armée romaine fut anéantie, et les rares survivants prirent la fuite en déroute totale. Rome venait d'être humiliée. Mais la victoire de Castulo n'était pas un simple coup d'éclat. Elle marqua le début d'une guerre prolongée, où Rome, malgré sa puissance, fut incapable de trouver une solution pour vaincre Viriate. Année après année, les généraux romains arrivaient avec des milliers de soldats, seulement pour être défaits par une armée bien plus petite. Quintus Fabius Maximus Servilianus subit une défaite écrasante en 147-7 avec des Chi. Caius Plotius tenta de soumettre les Lusitaniens, mais fut vaincu en 146 avec J. Pense Claudius Unimanus, apporta des renforts depuis l'Italie, mais ne parvint pas à inverser le cours de la guerre. Rome dépensait d'immenses sommes en or et en troupes, mais l'Hispanie continuait de brûler dans la rébellion. Rome n'avait pas l'habitude d'échouer. Et après des années de défaite, les sénateurs romains cherchèrent une autre solution. Si Viriate ne pouvait être vaincu sur le champ de bataille, alors peut-être pouvait-on acheter sa loyauté. En 140 avec JC, Rome envoya des émissaires avec une offre de paix. Ils promirent à Viriate des titres, des terres et l'autonomie des Lusitaniens, à condition qu'ils mettent fin à la guerre. Mais Viriate savait quelque chose que Rome ne comprenait pas. La liberté n'a pas de prix. Il rejeta leur offre, affirmant que son combat n'était pas pour le pouvoir, mais pour l'indépendance de son peuple. Le conflit en Hispanie était en train de devenir un problème politique à Rome. Le Sénat était divisé entre ceux qui voulaient poursuivre la guerre et ceux qui voulaient un retrait. Le coût humain et matériel devenait insoutenable. Les carrières de nombreux généraux romains furent détruites par leur incapacité à vaincre Viriate. Les gouverneurs romains en Hispanie commencèrent à craindre que si Viriate continuait d'accumuler des victoires, toute la région pourrait se soulever contre Rome. Rome devait trouver un moyen de l'arrêter. Et si elle ne pouvait pas le vaincre au combat, elle allait chercher un autre moyen. Viriate n'avait pas seulement vaincu des légions. Il avait créé un problème inédit pour Rome, un ennemi qu'elle ne pouvait pas détruire. Une guerre qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Une rébellion qui menaçait d'enflammer toute l'Hispanie. Troisième partie. Le conflit avec Rome s'intensifie. Rome n'était pas prête à tolérer qu'un simple berger, devenu chef de guerre, puisse défier son autorité. Année après année, légion après légion, les Romains revenaient en Hispanie avec un seul objectif, éliminer Viriate. Mais le Lusitanien n'était pas un ennemi comme les autres. Il n'était ni un roi avec un château à assiéger, ni un général à la tête d'une armée classique que l'on pouvait écraser en une seule bataille. Il était un fantôme dans les montagnes, un stratège qui transforma la guerre en un jeu d'usure. Et Rome, habituée aux victoires rapides et décisives, se retrouva prise au piège d'un conflit qu'elle ne pouvait pas gagner par la seule force brute. Face à cette situation frustrante, le Sénat romain décida d'envoyer de nouveaux généraux, avec de nouvelles stratégies et une mission claire, en finir une bonne fois pour toutes avec Viriate. L'un des premiers à tenter sa chance fut le consul Quintus Fabius Maximus Servilianus.
Avec une armée de plus de 20 000 soldats, il pensait pouvoir écraser les Lusitaniens par la force du nombre. Mais Viriath avait déjà vaincu des armées plus nombreuses, et cette fois-ci ne ferait pas exception. Les Romains avancèrent pleins de confiance, traversant les plaines et montagnes d'Hispanie, espérant forcer Viriath à affronter une bataille rangée. Mais il ne tomba jamais dans leur piège. Au lieu de cela, Viriath les attira sur son propre terrain. Embuscade dans les gorges étroites, où les Romains se retrouvaient piégés entre les rochers. Attaques nocturnes éclairs sur les camps militaires, privant les soldats de repos et de ravitaillement. Incendies dans les forêts, poussant les légionnaires à avancer dans la fumée et la confusion. Après des mois de harcèlement constant, l'armée romaine était épuisée, affamée et démoralisée. Lorsque les légions furent enfin contraintes de livrer bataille près du fleuve Baetis, l'actuel Guadalquivir, les Lusitaniens écrasèrent les forces romaines. Servilianus dut fuir pour sauver sa vie, abandonnant derrière lui des milliers de cadavres. Rome ne pouvait plus se permettre d'autres humiliations en Hispanie. Ainsi, après la défaite de Servilianus, le Sénat décida d'envoyer un nouveau général avec une approche différente. Quintus Servilius Caepio. Caepio comprit que vaincre Viriath nécessitait plus qu'une simple supériorité numérique. Plutôt que de chercher une bataille ouverte, il engagea une guerre d'usure. Il construisit des fortifications sur les routes stratégiques, coupant ainsi les lignes d'approvisionnement des Lusitaniens. Il attaqua les villages et les fermes, privant les guerriers de nourriture et d'abri. Il utilisa la famine comme arme, forçant les combattants lusitaniens à quitter leurs montagnes pour chercher de quoi survivre. Cette stratégie commença à porter ses fruits. Désormais, Viriath ne devait pas seulement lutter contre les légions, mais aussi contre l'épuisement progressif de son propre peuple. Mais bien que Rome resserrât son étau en Lusitanie, la résistance n'était plus seulement un problème local. Grâce à son succès, Viriath devint un symbole pour toutes les tribus d'Hispanie. Et peu à peu, son combat cessa d'être uniquement celui des Lusitaniens. Au nord, les Cantabres et les Astures commencèrent à lancer des attaques contre les Romains. Sur la Meseta, les Vaxéens et les Arévaques entreprirent de résister à l'expansion de Rome. À l'est, les Celtibères rejoignirent la rébellion, créant un front de bataille bien plus vaste. Rome, qui croyait faire face à une simple révolte, se retrouva confrontée à une guerre généralisée dans toute l'Hispanie. Avec la lutte qui s'intensifiait et la pression romaine de plus en plus forte, Viriath savait que le temps jouait contre lui. Rome disposait de ressources illimitées. Chaque légion tombée était immédiatement remplacée par une autre. Chaque général vaincu était aussitôt remplacé par un autre, encore plus expérimenté. Mais il avait quelque chose que Rome ne pourrait jamais égaler, la volonté d'un peuple qui préférait mourir plutôt que de se soumettre. Durant les dernières années de sa guerre, Viriath livra une série de batailles désespérées. En 138 avec JBC, il affronta les légions de Scipion dans l'une des batailles les plus sanglantes du conflit. Il parvint à survivre, mais perdit bon nombre de ses meilleurs guerriers. En 137 avec JC, Rome obtint une petite victoire en s'emparant de certains territoires stratégiques. En 136 avec JC, après plus d'une décennie de combats, Viriath se rendit compte que son armée n'avait plus la force d'antan. Rome ne parvenait toujours pas à le vaincre sur le champ de bataille, mais la guerre d'usure portait ses fruits. Peu d'hommes pouvaient être supportés de combattre éternellement. Malgré tout, Viriath devint un mythe vivant. Non seulement pour les Lusitaniens, mais pour tous les peuples d'Hispanie. Il était le dernier rempart contre Rome, le seul homme qui avait humilié les généraux de la République à maintes reprises. Dans les villages, son nom était murmuré comme celui d'un dieu de la guerre. À Rome, sa simple existence était une honte pour le Sénat. Il était plus qu'un chef militaire. Il était l'incarnation même de la résistance hispanique. Rome savait que tant que Viriath vivrait, la guerre ne prendrait jamais fin. Et s'il ne pouvait le vaincre au combat, il devrait trouver un autre moyen d'y parvenir. Pour Rome, Viriath était un problème sans solution. Il ne pouvait ni le capturer, ni le vaincre sur le champ de bataille, ni acheter sa loyauté. La seule option qui leur restait était de l'éliminer de la seule manière à laquelle ils ne s'attendraient jamais.
Pas dans une embuscade, ni dans une guerre ouverte, mais par la trahison. Quatrième partie. Trahison et défaite finale. Après plus d'une décennie de guerre, Rome n'arrivait toujours pas à vaincre Viriate sur le champ de bataille. Peu importait le nombre de généraux envoyés, le nombre de légions débarquées en Hispanie, ou le nombre de forteresses construites, le Lusitanien revenait toujours, contre-attaquait toujours. Mais s'il ne pouvait pas le vaincre à l'épée, peut-être pouvait-il le faire par la trahison. Dans les rangs de Viriate, après tant d'années de guerre, l'usure, le désespoir et la cupidité s'étaient installés. Tous n'étaient pas disposés à continuer de combattre jusqu'à la mort, et Rome le savait. C'est ainsi que 3 de ses propres hommes, Audax, Ditalco et Minuro, décidèrent que la loyauté avait un prix que Rome était prête à payer. Malgré ses victoires, Viriate n'était pas invincible. Son armée était réduite, ses ressources se faisaient rares et la pression romaine devenait de plus en plus insupportable. Dans les montagnes et vallées où régnait autrefois l'optimisme, des murmures de doute se faisaient désormais entendre. Certains chefs lusitaniens commençaient à se demander « Viriate pourrait-il vaincre pour toujours ? Ne vaudrait-il pas mieux négocier avec Rome ? Jusqu'à quand pourrait-il continuer à fuir, combattre, survivre ?» Le général lusitanien continuait de faire confiance à son peuple, mais au sein de son cercle le plus proche, certains avaient cessé de croire en la victoire. Rome profita de ces doutes. Un émissaire romain s'approcha en secret d'Audax, d'Italco et Minuro avec une offre impossible à refuser. Richesse et protection pour eux et leurs familles. La fin de la guerre sans représailles pour les Lusitaniens. Un avenir sûr, sans persécution ni massacre. Ils n'avaient qu'à faire une chose, livrer Viriate. Audax, Ditalco et Minuro acceptèrent. Et ainsi, une nuit, sous prétexte d'une négociation avec Rome, 3 hommes devinrent les bourreaux du plus grand héros d'Hispanie. Viriate se trouvait dans sa tente, dans son camp, confiant que ses hommes les plus proches le protégeaient. Ce fut une journée épuisante. La guerre l'avait vieilli. Les cicatrices sur sa peau étaient la preuve de chaque bataille, chaque victoire, chaque sacrifice. Il n'y avait aucune armée romaine en vue, aucun signe de danger. Mais l'ennemi était déjà à l'intérieur. Audax, Ditalco et Minuro entrèrent silencieusement dans sa tente. Et tandis qu'il dormait, ils lui enfoncèrent leurs lames dans la gorge et la poitrine. Il n'y eut ni bataille, ni résistance. Viriate, la terreur de Rome, le berger devenu légende, mourut trahi par ses propres hommes. Lorsque les guerriers lusitaniens trouvèrent son corps sans vie, l'horreur s'empara du campement. L'homme qui les avait menés à la victoire contre les Romains, celui qui avait fait d'eux une armée invincible, était mort. L'impact fut immédiat. Certains crièrent de rage, d'autres pleurèrent en silence. Certains voulurent continuer à se battre, d'autres se sentirent perdus. Tous comprirent que leur guerre était terminée. Rome n'avait pas pu le tuer au combat. Elle avait dû user du mensonge, de l'or et de la trahison. Les 3 assassins coururent à Rome pour réclamer leur récompense. Mais à leur arrivée, le général romain qui les avait engagés les accueillit avec un sourire glacial et leur dit « Rome ne paie pas les traîtres ». Puis ils furent exécutés. Ils moururent comme leur ancien chef, poignardés dans le dos. Sans Viriate, l'armée lusitanienne se retrouva sans direction. Ils tentèrent de poursuivre la lutte, mais sans leur chef, Rome les écrasa facilement. La guerre prit fin. L'Hispanie se rendit. Viriate était mort, mais sa légende ne faisait que commencer. Avec sa disparition, Rome crut avoir gagné. Mais en réalité, elle avait créé un mythe éternel. Viriate ne fut pas seulement un guerrier. Il fut le premier grand chef de la résistance contre Rome en Hispanie. Il inspira de futures rébellions. Son nom devint un symbole de liberté. Son histoire fut racontée encore et encore, génération après génération. Les Romains réussirent à tuer l'homme, mais ils ne purent jamais tuer sa mémoire. Et des siècles plus tard, son ombre demeure vivante dans l'histoire de l'Hispanie. 5e partie, l'héritage de Viriate. Lorsque Viriate mourut de la main de ses propres hommes, ce ne fut pas seulement un guerrier qui tomba, mais toute une cause. Pendant des années, le berger devenu chef
avait maintenu vivante la résistance contre Rome, unifiant les tribus, combattant avec des tactiques novatrices et humiliant les armées les plus puissantes du monde. Mais sans lui, tout s'effondra rapidement. Les Lusitaniens, privés d'un chef pour les guider, se retrouvèrent désorientés, divisés et vulnérables. Rome, qui pendant des années avait été incapable de les vaincre sur le champ de bataille, avait désormais la voie libre pour imposer sa domination. Cependant, bien que la grande résistance organisée se fût éteinte, l'esprit de lutte ne disparut pas complètement. Il restait encore de petites braises de rébellion disséminées dans toute l'Hispanie. Malgré la mort de Viriate, certains guerriers lusitaniens refusèrent de se rendre. De petits groupes de résistants continuèrent d'attaquer les garnisons romaines, de tendre des embuscades aux caravanes et de harceler les envahisseurs pendant des années. Mais ce n'était plus la même chose. Ce qui fut autrefois un mouvement unifié, avec une stratégie claire et un chef charismatique, se réduisit désormais à des foyers épars de combat. L'absence d'un successeur possédant le prestige de Viriate fit que chaque chef de tribu lutta de son côté, sans coordination ni objectif à long terme. Un à un, ils tombèrent. Avec la résistance en déclin, Rome ne perdit pas de temps pour affermir sa domination sur la région. Les légions avancèrent sans relâche, construisant de nouvelles forteresses, divisant les tribus et éliminant toute tentative de soulèvement avant qu'elles ne puissent se renforcer. En peu de temps, l'Hispanie, autrefois un territoire hostile et indomptable, devint une province romaine de plus. Mais cela ne signifiait pas que les Romains gouvernaient en paix. Les tensions ne disparurent jamais complètement. Les habitants de l'Hispanie n'oublièrent jamais ce qui s'était passé. Ils n'oublièrent jamais Viriate. L'histoire de Viriate transcenda le temps. Les Romains, bien qu'ils l'aient considéré comme leur ennemi, reconnurent sa grandeur. Même l'historien Appien écrivit sur lui avec admiration, le comparant au plus grand stratège de son époque. Les siècles passèrent, et l'image de Viriate devint un symbole de résistance, non seulement en Hispanie, mais dans tout le monde antique. Lorsque les peuples ibériques luttèrent contre d'autres envahisseurs, sa mémoire ressurgit comme un exemple de combat pour la liberté. Du Moyen-Âge jusqu'à la guerre d'indépendance contre Napoléon, les noms des chefs rebelles furent comparés à celui de Viriate. Il devint une figure immortelle, un mythe incarnant la lutte des faibles contre les puissants. Avec le temps, son histoire a été racontée et réinterprétée à travers différents médiums. En littérature, il a été le protagoniste d'épopées et de romans historiques. Au cinéma et à la télévision, il a été représenté comme un héros guérillero, à la manière de Spartacus. En musique et dans l'art, son image a été immortalisée comme le symbole du combattant éternel. Même en politique, son nom a été invoqué comme étendard de la résistance face à l'oppression. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort, le nom de Viriate demeure vivant. Rome l'a vaincu par la trahison, mais elle n'a jamais pu effacer son histoire. Et tant qu'il y aura des récits de rébellion, de lutte contre l'injustice, il y aura toujours quelqu'un pour se souvenir de son nom. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager la vidéo pour toucher plus de monde et permettre à ce projet de continuer à grandir. On se retrouve dans la prochaine, frères d'armes.